Le focus, c'est dans ce journal. Clôture et culture à présent, l'orchestre féminin de la gendarmerie bénéficie du soutien de la première dame de la République. Le geste vise à accompagner les Amazones. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. L'actualité en Guinée reste marquée par les préparatifs de la présidentielle. Jour J-37 ce vendredi, la haute autorité de la communication veut éviter tout propos incendiaire lors de la campagne électorale. Une mission de cette institution sillonne actuellement les QG des différents partis politiques engagés dans la course. Objectif, échanger avec eux sur la réglementation en vigueur dans notre pays. Explication, Elhadj Seydou Bandiaï. À quelques jours de l'ouverture de la campagne présidentielle en Guinée, la haute autorité de la communication, organe régulateur des médias, fait le tour des QG des partis politiques. Objectif, échanger sur le comportement à tenir pendant ce scrutin. Une manière d'instaurer la confiance entre l'institution et les partis politiques. Première étape, l'UFR, après avoir entendu les responsables de la HAC, les représentants du parti ont dit leur totale disponibilité pour une communication d'équité. Dans le cadre de la communication électorale en cette phase de campagne, les fondamentaux en termes de messages d'apaisement, en termes de messages à ne pas dire. Et de notre côté, c'est l'occasion de rappeler un peu nous aussi nos préoccupations par rapport notamment à l'équité dans l'accès aux médias d'État. Les autorités de la HAC se sont ensuite entretenues avec la mission de la majorité présidentielle. Les deux partis ont partagé la nécessité de favoriser un scrutin apaisé qui passe également par l'encadrement des médias. Nous avons partagé avec la HAC les règles du jeu en matière de communication pendant les prochaines élections. Je crois que les règles sont connues, la réglementation est claire, mais il est bon qu'on échange, qu'on procède à des questions-réponses pour s'assurer que la compréhension est uniforme au niveau de tous les quartiers de campagne. La mission se poursuit dans les différents QG des partis politiques candidats à la présidentielle du 11 octobre 2015. Et du côté de la commission électorale, l'équipe dirigée par Bakary Fofana vient de sceller un partenariat avec le département de la communication. Le protocole d'accord vise à assurer une large couverture médiatique du scrutin du 11 octobre 2015. Le point avec Makeme Keleti Donzo. Compte sceller un partenariat avec la CENI pour la médiatisation de l'élection présidentielle prochaine. La délégation a proposé la mise à disposition de moyens matériels et financiers pour la couverture médiatique du scrutin. Il est prévu la réalisation des spots, la réalisation des émissions, des tables rondes, des débats pour sensibiliser les populations, les citoyens sur les élections afin d'apaiser le climat politique dans notre pays. Nous avons discuté aussi de trois axes, la distribution des cartes, comment faire comprendre aux gens qui doivent se déplacer pour retirer les cartes. Il y a cela, il y a le vote, comment voter, et puis il y a aussi la sensibilisation pour l'acceptation des résultats après la proclamation définitive des résultats. Donc, nous sommes en train de discuter avec la CENI sur les démarches à tenir pour une bonne réussite de ces élections présidentielles de notre pays. Consciente du rôle des médias dans la réussite d'une élection, la CENI prend note des propositions faites par le département de la communication. Nous avons décidé de travailler avec tous les acteurs qui participent au processus électoral. Et la communication en général en constitue l'épine dorsale. Donc nous nous sommes réunis pour essayer d'étudier ensemble les modalités pratiques pour mener à bien le processus électoral dans la paix, la quiétude et toute l'équité qui doit caractériser des élections exemplaires. D'autres rencontres sont en vue pour matérialiser cette volonté du ministère de la Communication et de l'institution chargée d'organiser les élections dans notre pays.
Et puis, en prélude à ces élections, une cérémonie de lecture du Saint-Coran pour la paix et la quiétude sociale. Elle est organisée par la Direction générale des douanes, une manière pour cette structure d'implorer Dieu afin qu'il répande sa miséricorde sur le peuple de Guinée et guide les pas de ses dirigeants. Des prières dirigées par le grand imam de la grande mosquée Faisal de Conakry. Reportage Sekou Fernand Koroma. Ce rituel mobilise des musulmans venus de toutes les communes de la capitale. Il consiste à faire des prières et des bénédictions pour la paix, l'unité nationale et le renforcement du tissu social. Je souhaiterais que ce genre de choses se multiplient à travers tout le pays. La lecture du Saint-Coran favorise la paix et la quiétude dans le pays. Nous allons vers l'élection avec les bénédictions, avec la prière en direction de Dieu. Je pense qu'il y aura l'accalmie et que les élections se passeront dans la paix et la quiétude. C'est une preuve de concorde entre toutes les couches qui vivent en Guinée, que ce soit la religion, l'administration, les corps habillés. Ça veut dire que nous vivons en symbiose. Et qui dit religion, dit pardon. Dans son prêche, le grand imam de la mosquée Faisal prodigue d'utiles conseils et appelle à la citoyenneté de tous pour bâtir la Guinée. J'appelle tout Guinéen d'être rassemblés et d'être ensemble pour travailler, pour donner la Guinée à sa valeur juste. On ne peut pas avoir ça sans l'unité nationale. Il faut qu'on se donne la main, il faut que les maris, surtout ça, il faut que les maris continuent à protéger leurs femmes. Après la lecture du Saint-Coran, les soldats de l'économie sont optimistes. Pour eux, la Guinée doit poursuivre la voie du développement amorcée dans la stabilité. Le but est atteint. L'objectif, c'était d'implorer la grâce de Dieu pour qu'il continue à protéger le pays, pour qu'il continue à sauvegarder l'unité nationale dans le pays, pour qu'il continue à raffermir davantage les liens de solidarité, de fraternité qui ont toujours existé en Guinée. En toutes circonstances, invoquer la grâce de Dieu est la vocation d'un peuple qui croit en lui. Justice, le président du statut de Rome est en visite de travail dans notre pays. Il a rencontré le pool des juges en charge du dossier du 28 septembre, le garde de Sceaux guinéen Cheikh Sako et les membres de la Cour constitutionnelle. Objectif, échanger sur les avancées enregistrées au niveau de l'appareil judiciaire en Guinée. Compte rendu, Thierno Younoussaba. En Guinée, le secteur de la justice connaît de nombreuses mutations ces dernières années. Des réformes qui contribuent à la consolidation de l'état de droit. Depuis hier, le ministre de la Justice du Sénégal est à Conakry pour échanger avec les acteurs du secteur sur les performances déjà réalisées dans le monde de la justice. Maître Sidiki Kaba est également l'actuel président du statut de Rome, organe qui a créé la Cour pénale internationale. Il a visité les institutions judiciaires de notre pays, le parquet général, le pôle des juges d'instruction, pour voir un peu le travail qui est mené dans notre pays depuis 2 ans sur ce malheureux dossier du 28 septembre. Ensuite, le ministre Kaba ne pouvait pas terminer sa visite sans qu'il rende une visite symbolique à la Cour constitutionnelle. Dans cette institution statuant en matière électorale, le débat a porté sur le rôle des membres de la Cour constitutionnelle dans la démocratie. Je me félicite de ce que j'ai pu trouver ici en Guinée, une volonté de renforcer l'état de droit et une volonté d'engager une modernisation de la justice par la réforme des textes, parce que beaucoup d'actions sont menées pour, à l'heure actuelle, domestiquer les normes internationales résultant des conventions que la Guinée a eu à ratifier. La visite est également mise à profit pour raffermir l'axe Conakry-Dakar, un partenariat qui va toucher le volet formation.
Entrepreneuriat, le département de la jeunesse vient de sélectionner 17 projets initiés par des jeunes pour leur financement. Le montant global envisagé s'élève à plus de 5 milliards de francs guinéens. Moustapha Naïti était face à la presse pour expliquer ce programme de son département. Compte rendu, Mamadi Terna Kamisoko. Mise en œuvre effective du projet Démarrage Guinée. Il est piloté par le ministère de la Jeunesse pour accompagner les meilleures entreprises jeunes. Un an après son lancement, les initiateurs sont en mesure de dévoiler la liste des premiers bénéficiaires. Sur 22 entreprises soumissionnaires, 17 ont été retenues selon la pertinence de leur programme. Ces entreprises recevront un prêt de 5 milliards 700 millions de francs guinéens. Le projet Démarrage va finalement démarrer. Les jeunes leaders qui ont créé en ce projet, qui ont soumissionné, vont être retenus et 17 entreprises déjà appartenant aux jeunes ont été sélectionnées par le partenariat Afriland First Bank et ministère de la Jeunesse par une ligne de crédit qui a été apportée par l'État guinéen sous naturellement le leadership du président de la République, le professeur Alpha Condé. Nous allons accompagner 17 jeunes entreprises à hauteur de 5 milliards 700 millions de francs guinéens. Donc doter ces jeunes entreprises de moyens conséquents les permettant de créer de la richesse. Les projets retenus embrassent plusieurs secteurs porteurs de croissance. Dans le domaine rural, par exemple, 40% du financement est orienté vers l'agriculture. Pour un meilleur encadrement de ces jeunes entreprises leaders, un comité de suivi est créé par le ministère de la Jeunesse et son partenaire Afriland First Bank. L'objectif est de s'assurer de la bonne exécution des fonds alloués. Ces montants que nous allons lever, c'est juste une première. Pour que les bailleurs aient confiance, pour les motiver à envoyer davantage de fonds, il faut que déjà le premier soit rentable. Donc nous avons intérêt à mettre toutes les structures en place pour que ce soit une réussite. Lorsque ce sera une réussite, ça va être bénéfique pour tout le monde, pour les jeunes, pour la Guinée. L'échéance de remboursement sera de 3 ans avec un taux d'intérêt de 15%. Les 17 entreprises retenues pour cette première phase recevront dès la semaine prochaine leur chèque des mains du chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Poursuite du combat pour la préservation de l'écosystème, un combat pour lequel le ministère de l'Environnement continue d'armer ses cadres. Récemment, le département a lancé une formation sur le changement climatique. Une rencontre est d'ailleurs prévue dans ce cadre à Paris. Reportage Marie-Angélique Bangoura. Durant 2 jours d'échange, ces cadres du ministère de la Pêche, de l'Agriculture et de l'Environnement ont renforcé leur capacité en matière de protection de l'environnement. Objectif, outiller ses participants en vue de mieux comprendre les enjeux du changement climatique. Nous avons 2 choix. Nous restons inactifs jusqu'à ce que toute la situation se dégrade. Pour réparer, nous paierons 1000 à 10 000 fois plus cher. Nous nous engageons maintenant à intervenir avec le moins de coûts, à réparer, à nous adapter, à créer les conditions de mitigation pour diminuer l'effet du changement climatique. Le ministère de l'Environnement exécute plusieurs activités visant à préserver les domaines publics maritimes et l'écosystème. Cet engagement inspire ses acteurs à être à l'avant-garde. Tous les secteurs doivent impliquer les effets du changement climatique dans leurs activités quotidiennes, dans leurs activités régaliennes et surtout l'économie du changement climatique. Parce que le changement climatique impacte tous les secteurs, que ce soit le social, l'économie, l'élevage, la pêche, l'agriculture. Tous les secteurs de développement sont impliqués, sont modifiés par le changement climatique. Donc dans ce cas, il faut impliquer tous ces secteurs dans le développement au niveau national. Il faut arrêter le déboisement, qui est l'un des facteurs clés de chez nous, et l'agriculture itinérante, et la carbonisation, la production du charbon pour les cuissons. Il faut aller vers les énergies renouvelables, telles que le solaire, telles que le biogaz, surtout aider les femmes à accéder au biogaz. C'est ce qui peut réduire la consommation du bois énergie.
Selon les études, le phénomène du changement climatique touche en bonne partie les pays en développement et les pays pauvres. La Guinée n'est pas exempte de la situation. Les côtes maritimes menacées, les forêts déboisées, l'environnement pollué. La 57e fête de l'indépendance, c'est dans la savane guinéenne. Les préfectures relevant de la région de Kankan sont en chantier. Téné, à Kérouani, ce sont plusieurs infrastructures qui sortent actuellement de terre, un facteur de développement, mais également de lutte contre le chômage. Le constat en image avec Fatima Diallo. À 835 km de Conakry, au sud du pays, la préfecture de Kérouani. À l'occasion de la célébration de l'an 57 de l'indépendance de la Guinée, 19 chantiers sont en cours de réalisation dans cette localité. Depuis 1958, depuis le plan triennal, c'est pour la première fois que Kérouani reçoit 19 chantiers d'envergure pour qu'on ait plus et qu'il pose les bases d'un développement réel pour la Guinée. Et on est à l'entière disposition des entrepreneurs pour toute contribution qu'ils solliciteraient. Parmi ces infrastructures, la reconstruction de la grande mosquée de Kérouani, la rénovation du marché central, la reconstruction d'un centre de formation professionnelle et la réhabilitation du réseau routier. Il y a 8 km de voies urbaines à bitumer. Les travaux d'assainissement et de terrassement sont en cours et le terrassement a été arrêté pour raison de pluie. Les travaux d'assainissement continuent. Et l'entreprise Guiter en a la responsabilité et elle est en train de finir les travaux de revêtement au niveau de Dinguiraye. De Dinguiraye, ça serait le tour de Kérouani. Il y a la liaison entre deux sous-préfectures importantes, Banankoro et Sibri-Baron. Nous sommes en train de prendre des dispositions par rapport pour la réhabilitation également de ce tronçon. Alors il y a des actions très importantes et de l'autre côté, les études sont en cours pour ce qui concerne la liaison Kérouani-Massanta. Ce centre de formation professionnelle va contribuer à réduire l'exode rural. Que nos enfants quittent ici pour aller étudier dans les centres d'instruction à Kankan, ailleurs, qu'ils restent ici, ça nous réconforte. Et Kérouani, qui est une région diamantifère, aurifère, qui recèle beaucoup de richesses et où des entreprises, des sociétés vont s'investir, la main-d'œuvre qualifiée doit effectivement avoir sa valeur ici. Lancés au mois de mars dernier, ces chantiers seront réalisés sur une période de 6 mois. Pour le moment, aucun retard n'est accusé quant à l'exécution des travaux. À Kindia, un projet d'appui aux femmes pour promouvoir leur développement. C'est Russal CBK qui pilote le projet dans sa zone d'exploitation. C'est dans ce cadre que les groupements féminins de Mambia et Frigiagbe ont bénéficié de forages et une forte somme d'argent pour accompagner leur projet. La remise s'est déroulée en présence de la Miss Guinée-Russie 2015. Reportage Abdoulaye Diallo. Des forages et une somme de 50 millions de francs guinéens pour les populations et les groupements féminins de Mambia et de Frigiagbe dans la préfecture de Kindia. Un geste de la compagnie Russal CBK qui vise à soulager les femmes dans leurs activités quotidiennes. La compagnie Russal rassure qu'elle ne lésinera pas sur les moyens, surtout quand il s'agit des actions qui vont en droite ligne dans l'amélioration des conditions de vie des populations. Ce geste devrait permettre aux bénéficiaires d'améliorer la production de leurs activités et d'augmenter leurs revenus. On va payer les engrais, on va payer les matériels pour pouvoir travailler avec eux. On ne va pas partager entre nous. Ce qu'on nous a donné en 2014, on a utilisé ça avec les engrais, avec les matériaux et ainsi de suite. Outre les nombreuses réalisations faites dans sa zone d'exploitation, la compagnie soutient la Guinée dans la formation et la promotion des étudiants guinéens. Ankoya Kourma est Miss Guinée-Russie 2015, une distinction honorifique organisée et sponsorisée par Russal.
Une étude réalisée en Guinée prouve que le taux de prévalence des violences faites aux femmes reste encore élevé. Les résultats viennent d'être publiés. Le ministère de la Santé et l'ONG JH Piego tentent de trouver une stratégie pour lutter contre ce fléau. Compte rendu Adiatou Bari. La projection restitue les résultats de l'étude sur les violences basées sur le genre. Une étude réalisée dans les 5 communes de Conakry et la commune urbaine de Kankan. Elle a permis d'identifier les différentes formes de violence faites aux femmes dans ces localités. En dehors des formes de violence citées, qui sont habituellement les mutilations génitales, et les mariages précoces, les violences sur le milieu scolaire, les violences sexuelles, nous avons aussi les violences dans la consultation au niveau des hôpitaux. Les femmes âgées de 15 à 45 ans sont les principales victimes du phénomène. 79 de ces cas proviennent du personnel de santé et 85 sont attribués aux services de sécurité et des communautés à la base. Pour inverser cette tendance, une collaboration intersectorielle est indispensable. Chacun à son tour peut développer un projet qui puisse aider le gouvernement à accélérer le processus d'élimination des violences faites aux femmes et aux enfants dans notre pays. Cette étude a pour objectif d'intégrer les aspects de prévention, détection et prise en charge des violences basées sur le genre dans les services de santé de la reproduction. Les violences basées sur le genre sont au centre des préoccupations de l'USAID. L'institution entend accompagner le projet mis en place à cet effet. Cette volonté se traduit ici par un appui financier dans la mise en œuvre de ces projets intégrés d'assistance psychosociale, médicale et juridique au survivant des violences basées sur le genre. Les principaux acteurs comptent élaborer des mécanismes de communication pour arrêter ce fléau. Il s'agit de conscientiser la population sur les conséquences de cette pratique très courante en Guinée. Santé, une bonne nouvelle dans la lutte contre Ebola. Pendant 21 jours, Forécaria n'a pas enregistré des cas signalés d'Ebola. Sur le terrain, les acteurs qui luttent contre la maladie ne baissent pas les bras. Ils capitalisent leurs expériences et renforcent la vigilance. Tcherno Maroufba, Sekou Fernand Kourouma. Après une année de lutte, la préfecture de Forécaria, dernier grand foyer du virus Ebola en Guinée, souffle la délivrance. Depuis 21 jours, aucun nouveau cas n'est notifié dans la préfecture. Au centre de traitement de l'épidémie, les 95 derniers cas contacts sortent ce vendredi. Une occasion pour les plateformes préfectorales communautaires de faire le bilan du combat. Cette rencontre de capitalisation des expériences vise à maintenir ces acteurs actifs dans la lutte contre l'épidémie. C'est la première fois de regrouper toutes ces plateformes ensemble ici au niveau de la coordination pour que chaque plateforme puisse bénéficier de l'expérience d'une autre plateforme, d'une autre sous-préfecture. On assistait à leur plateforme sous-préfecture par sous-préfecture, mais aujourd'hui, on a jugé utile de les mettre ensemble pour qu'ils puissent se partager l'expérience entre eux et voir comment nous pouvons pérenniser cette activité. Ces plateformes communautaires fonctionnent de la façon suivante. Ils se retrouvent chaque semaine pour faire un peu l'état des lieux de tout ce qui s'est passé dans leur commune, dans les différents villages que compose une sous-préfecture, les questions des décès, les questions des décès sécurisés, c'est-à-dire des décès ayant bénéficié d'un incendies sécurisés, la situation de l'ouverture des classes ou bien de la fréquentation des écoles, la situation des différentes maladies qui sont manifestées dans la communauté, les différentes pathologies, et voir éventuellement la question des enfants, est-ce qu'il y a des orphelins, comment sont ces orphelins, les questions de malnutrition. Après une année d'expérience acquise aux côtés des partenaires, ces acteurs sous-préfectoraux devront mettre leurs connaissances dans la riposte aux épidémies dans la région. Avec la plateforme, ça réduit le taux de mortalité. Parce qu'avec la pratique d'hygiène, donc laver les mains, ainsi de suite. C'est au cours de ces réunions de la plateforme que le monde a su comment éviter Ebola. Les plateformes sous-préfectorales entendent intensifier la sensibilisation dans les différentes communautés en vulgarisant les savoirs dans la lutte contre les maladies virales.
Parlons également de vulgarisation. La chaîne de commandement de la police et de la protection civile de la zone de Conakry en formation. L'atelier financé par le programme des Nations Unies pour le développement s'inscrit dans le cadre de la promotion des tests juridiques de cette police nationale. Kamara Abdul Karim, Nabi Kamara. Ce panel diversifié constitue les acteurs concernés par la sécurité intérieure. Ils ont 3 jours pour s'imprégner du contenu des textes juridiques de la police et de la protection civile. Textes élaborés par le comité technique sectoriel de la réforme des services de sécurité. L'heure est à la vulgarisation de ces documents avec l'appui du programme des Nations Unies pour le développement. Il ne sert à rien de produire une profusion de textes si on les classer dans un tiroir et ne plus y penser. Ils servent à quelque chose, ils servent à changer une situation. Mais pour que la situation change, il faut que ce soit les hommes qui sont concernés qui les acceptent. Pour qu'ils acceptent, il faut qu'ils soient informés, il faut qu'ils soient sensibilisés sur la question. C'est en cela que nous plaçons un très grand espoir dans cette campagne de vulgarisation que le PNUD a bien voulu accepter de financer pour nous. La rencontre regroupe une 50aine de participants. Ils sont convaincus que la connaissance de ces textes est indispensable pour eux, sous peine de faire un pilotage à vue dans l'exercice de leur métier. Le test qui est fait en faveur de nous, sans qu'on nous vulgarise comme ça, on ne peut pas savoir le contenu. Et quand on ne connaît pas le contenu, on est innocent, on ne peut pas l'appliquer. Puisque c'est pris en notre faveur, il faudrait qu'on nous explique certaines choses dedans, parce que nous, on n'a pas participé à l'élaboration, qu'on nous explique dans certains détails, certains articles pour nous dire que voilà tel à tel avantage, mais voilà les inconvénients de ceci et de cela. Cet appui du PNUD est le deuxième du genre en l'espace d'1 mois. Au mois d'août dernier, une autre rencontre a porté sur l'élaboration des codes de déontologie et de discipline de la police. Les résultats des examens de fin de cycle pour les écoles professionnelles seront publiés demain. Cette information vient du département de l'enseignement technique qui parle d'un faible taux de réussite, mais se félicite malgré tout de la rigueur qui a caractérisé ce concours. Le point avec Moussa Komara. Les résultats des évaluations de fin de cycle des écoles professionnelles seront publiés ce samedi. Pour cette année, le taux de réussite est peu satisfaisant. Sur 12 120 candidats, dont 6 770 filles qui ont fait l'examen de sortie pour toutes les institutions publiques et privées, les résultats ont été de 10 189 admis, dont 5 837 filles, soit un pourcentage de 84,07%. Cela ne nous satisfait pas entièrement, car en formation professionnelle, on doit toujours tendre vers des pourcentages plus élevés avec des performances plus pointues. Cette année, l'année scolaire a été courte à cause de l'épidémie à virus Ebola. Mais dans les écoles professionnelles, aucun cas de contamination n'a été signalé grâce à la détermination des parents d'élèves et des autorités en charge de l'éducation. Je me dois de féliciter les uns et les autres, encadrement, élèves et professeurs, pour le respect rigoureux des consignes qui ont permis de terminer l'année scolaire sans un seul cas de maladie Ebola dans le système éducatif. Malgré cela, nos enseignants et nos enseignements se sont davantage rapprochés du monde du travail et du marché de l'emploi. Les réformes que nous sommes en train de mettre en place, lentement mais sûrement et efficacement, produisent progressivement des résultats qui promettent de qualifier nos prestations dans nos écoles et surtout celles des futurs employés que nous livrons chaque année aux employeurs. Ces résultats sanctionnent les efforts consentis par chaque apprenant durant le cycle de formation technique et professionnelle. La première dame de la République s'engage à accompagner l'orchestre de la gendarmerie nationale. À cette occasion, Adja Diéné Condé a offert aux Amazones des tenues et de l'argent. Tenez, l'enveloppe est symbolique. La somme, c'est pour aider ces femmes à améliorer leurs conditions de travail. Les précisions avec Ali Badra Condé. Dans le monde de la musique africaine, les Amazones de Guinée constituent une référence pour la jeune génération.
Depuis le début des années 60, elles parcourent le continent et parfois au-delà en apportant leur touche personnelle et joyeuse à l'émancipation des femmes. Aujourd'hui, cet orchestre féminin est soutenu par la première dame de la République, Adjedjene Kondé. Un engagement qui s'explique par la remise de cette tenue pour leurs prestations sur scène avec une enveloppe symbolique pour améliorer leurs équipements. Les mots me manquent tellement que je suis ravi plus d'un titre. Depuis 1971, les Amazones ont été créées en Guinée. Mais aujourd'hui, les Amazones sont dans les bonnes mains. Surtout, notre première dame de la République guinéenne a pris les Amazones dans ses deux mains. Ça, c'est beaucoup. Ça, c'est un atout que je ne peux juridique, survivant des violences basées sur le genre. Les principaux acteurs comptent élaborer des mécanismes de communication pour arrêter ce fléau. Il s'agit de conscientiser la population sur les conséquences de cette pratique très courante en Guinée. Santé, une bonne nouvelle dans la lutte contre Ebola. Pendant 21 jours, Forécaria n'a pas enregistré des cas signalés d'Ebola. Sur le terrain, les acteurs qui luttent contre la maladie ne baissent pas les bras. Ils capitalisent leurs expériences et renforcent la vigilance. Tcherno Maroufba, Sekou Fernand Kourouma. Après une année de lutte, la préfecture de Forécaria, dernier grand foyer du virus Ebola en Guinée, souffle la délivrance. Depuis 21 jours, aucun nouveau cas n'est notifié dans la préfecture. Au centre de traitement de l'épidémie, les 95 derniers cas contacts sortent ce vendredi. Une occasion pour les plateformes préfectorales communautaires de faire le bilan du combat. Cette rencontre de capitalisation des expériences vise à maintenir ces acteurs actifs dans la lutte contre l'épidémie. C'est la première fois de regrouper toutes ces plateformes ensemble ici au niveau de la coordination pour que chaque plateforme puisse bénéficier de l'expérience d'une autre plateforme, d'une autre sous-préfecture. On assistait à leur plateforme sous-préfecture par sous-préfecture, mais aujourd'hui, on a jugé utile de les mettre ensemble pour qu'ils puissent partager l'expérience entre eux et voir comment nous pouvons pérenniser cette activité. Ces plateformes communautaires fonctionnent de la façon suivante. Ils se retrouvent chaque semaine pour faire un peu l'état des lieux de tout ce qui s'est passé dans leur commune, dans les différents villages que compose une sous-préfecture, les questions des décès, sécurisés, c'est-à-dire des décès ayant bénéficié d'un événement sécurisé, la situation de l'ouverture des classes ou bien de la fréquentation des écoles, la situation des différentes maladies qui sont manifestées dans la communauté, les différentes pathologies, et voir éventuellement la question des enfants, est-ce qu'il y a des orphelins, comment sont ces orphelins, les questions de malnutrition. Après une année d'expérience acquise aux côtés des partenaires, ces acteurs sous-préfectoraux devront mettre leurs connaissances dans la riposte aux épidémies dans la région. Avec la plateforme, ça réduit le taux de mortalité. Parce qu'avec la pratique d'hygiène, donc laver les mains, ainsi de suite. C'est au cours de cette réunion de la plateforme que le monde a su comment éviter Ebola. Les plateformes sous-préfectorales entendent intensifier la sensibilisation dans les différentes communautés en vulgarisant les savoirs dans la lutte contre les maladies virales. Parlons également de vulgarisation. La chaîne de commandement de la police et de la protection civile de la zone de Conakry en formation. L'atelier financé par le programme des Nations Unies pour le développement s'inscrit dans le cadre de la promotion des tests juridiques de cette police nationale. Kamara Abdul Karim, Nabi Kamara. Ce panel diversifié constitue les acteurs concernés par la sécurité intérieure. Ils ont 3 jours pour s'imprégner du contenu des textes juridiques de la police et de la protection civile. Textes élaborés par le comité technique sectoriel de la réforme des services de sécurité. L'heure est à la vulgarisation de ces documents avec l'appui du programme des Nations Unies pour le développement. Il ne sert à rien de produire une profusion de textes si on les classer dans un tiroir et ne plus y penser. Ils servent à quelque chose, ils servent à changer une situation. Mais pour que la situation change, il faut que ce soit les hommes qui sont concernés qui les acceptent. Pour qu'ils acceptent, il faut qu'ils soient informés, il faut qu'ils soient sensibilisés sur la question. C'est en cela que nous plaçons un très grand espoir dans cette campagne de vulgarisation que le PNUD a bien voulu accepter de financer pour nous. La rencontre regroupe une 50aine de participants. Ils sont convaincus que la connaissance de ces textes est indispensable pour eux, sous peine de faire un pilotage à vue
dans l'exercice de leur métier. Le test qui est fait en faveur de nous, sans qu'on nous vulgarise comme ça, on ne peut pas savoir le contenu. Et quand on ne connaît pas le contenu, on est innocent, on ne peut pas l'appliquer. Puisque c'est pris en notre faveur, il faudrait qu'on nous explique certaines choses dedans, parce que nous, on n'a pas participé à l'élaboration, qu'on nous explique dans certains détails, certains articles pour nous dire que voilà tel à tel avantage, mais voilà les inconvénients de ceci et de cela. Cet appui du PNUD est le deuxième du genre en l'espace d'un mois. Au mois d'août dernier, une autre rencontre a porté sur l'élaboration des codes de déontologie et de discipline de la police. Les résultats des examens de fin de cycle pour les écoles professionnelles seront publiés demain. Cette information vient du département de l'enseignement technique qui parle d'un faible taux de réussite, mais se félicite malgré tout de la rigueur qui a caractérisé ce concours. Le point avec Moussa Komara. Les résultats des évaluations de fin de cycle des écoles professionnelles seront publiés ce samedi. Pour cette année, le taux de réussite est peu satisfaisant. Sur 12 120. Le focus, c'est dans ce journal. Clôture et culture à présent, l'orchestre féminin de la gendarmerie bénéficie du soutien de la première dame de la République. Le geste vise à accompagner les amas jaunes. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. L'actualité en Guinée reste marquée par les préparatifs de la présidentielle. Jour J-37 ce vendredi, la haute autorité de la communication veut éviter tout propos incendiaire lors de la campagne électorale. Une mission de cette institution sillonne actuellement les QG des différents partis politiques engagés dans la course. Objectif, échanger avec eux sur la réglementation en vigueur dans notre pays. Explication, Elhaj Seydou Bandiaï. À quelques jours de l'ouverture de la campagne présidentielle en Guinée, la haute autorité de la communication, organe régulateur des médias, fait le tour des QG des partis politiques. Objectif, échanger sur le comportement à tenir pendant ce scrutin. Une manière d'instaurer la confiance entre l'institution et les partis politiques. Première étape, l'UFR, après avoir entendu les responsables de la HAC, les représentants du parti ont dit leur totale disponibilité pour une communication d'équité. Dans le cadre de la communication électorale en cette phase de campagne, les fondamentaux en termes de messages d'apaisement, en termes de messages à ne pas dire. Et de notre côté, c'est l'occasion de rappeler un peu nous aussi nos préoccupations par rapport notamment à l'équité dans l'accès aux médias d'État. Les autorités de la HAC se sont ensuite entretenues avec la mission de la majorité présidentielle. Les deux partis ont partagé la nécessité de favoriser un scrutin apaisé qui passe également par l'encadrement des médias. Nous avons partagé avec la HAC les règles du jeu en matière de communication pendant les prochaines élections. Je crois que les règles sont connues, la réglementation est claire, mais il est bon qu'on échange, qu'on procède à des questions-réponses pour s'assurer que la compréhension est uniforme au niveau de tous les quartiers de campagne. La mission se poursuit dans les différents QG des partis politiques candidats à la présidentielle du 11 octobre 2015. Et du côté de la commission électorale, l'équipe dirigée par Bakary Fofana vient de sceller un partenariat avec le département de la communication. Le protocole d'accord vise à assurer une large couverture médiatique du scrutin du 11 octobre 2015. Le point avec Makeme Keleti Donzo. Compte sceller un partenariat avec la CENI pour la médiatisation de l'élection présidentielle prochaine. La délégation a proposé la mise à disposition de moyens matériels et financiers pour la couverture médiatique du scrutin. Il est prévu la réalisation des spots, la réalisation des émissions, des tables rondes, des débats pour sensibiliser les populations, les citoyens sur les élections afin d'apaiser le climat politique dans notre pays. Nous avons discuté aussi de trois axes, la distribution des cartes, comment faire comprendre aux gens qui doivent se déplacer pour retirer les cartes. Il y a cela, il y a le vote, comment voter, et puis il y a aussi la sensibilisation pour l'acceptation des résultats après la proclamation définitive des résultats. Donc
nous sommes en train de discuter avec la CENI sur les démarches à tenir pour une bonne réussite de ces élections présidentielles de notre pays. Consciente du rôle des médias dans la réussite d'une élection, la CENI prend note des propositions faites par le département de la communication. Nous avons décidé de travailler avec tous les acteurs qui participent au processus électoral. Et la communication en général en constitue l'épine dorsale. Donc nous nous sommes réunis pour essayer d'étudier ensemble les modalités pratiques pour mener à bien le processus électoral dans la paix, la quiétude et toute l'équité qui doit caractériser des élections exemplaires. D'autres rencontres sont en vue pour matérialiser cette volonté du ministère de la Communication et de l'institution chargée d'organiser les élections dans notre pays. Et puis, en prélude à ces élections, une cérémonie de lecture du Saint-Coran pour la paix et la quiétude sociale. Elle est organisée par la Direction générale des douanes, une manière pour cette structure d'implorer Dieu afin qu'il répande sa miséricorde sur le peuple de Guinée et guide les pas de ses dirigeants. Des prières dirigées par le grand imam de la grande mosquée Faisal de Conakry. Reportage Sekou Fernand Koroma. Ce rituel mobilise des musulmans venus de toutes les communes de la capitale. Il consiste à faire des prières et des bénédictions pour la paix, l'unité nationale et le renforcement du tissu social. Je souhaiterais que ce genre de choses se multiplient à travers tout le pays. La lecture du Saint-Coran favorise la paix et la quiétude dans le pays. Nous allons vers l'élection avec les bénédictions, avec la prière en direction de Dieu. Je pense qu'il y aura l'accalmie et que les élections se passeront dans la paix et la quiétude. C'est une preuve de concorde entre toutes les couches qui vivent en Guinée, que ce soit la religion, l'administration, les corps habillés. Ça veut dire que nous vivons en symbiose. Et qui dit religion, dit pardon. Dans son prêche, le grand imam de la mosquée Faisal prodigue d'utiles conseils et appelle à la citoyenneté de tous pour bâtir la Guinée. J'appelle tout Guinéen d'être rassemblés et d'être ensemble pour travailler, pour donner la Guinée à sa valeur juste. On ne peut pas avoir ça sans l'unité nationale. Il faut qu'on se donne la main, il faut que les maris, surtout ça, il faut que les maris continuent à protéger leurs femmes. Après la lecture du Saint-Coran, les soldats de l'économie sont optimistes. Pour eux, la Guinée doit poursuivre la voie du développement amorcée dans la stabilité. Le but est atteint. L'objectif, c'était d'implorer la grâce de Dieu pour qu'il continue à protéger le pays, pour qu'il continue à sauvegarder l'unité nationale dans le pays, pour qu'il continue à raffermir davantage les liens de solidarité, de fraternité qui ont toujours existé en Guinée. En toutes circonstances, invoquer la grâce de Dieu est la vocation d'un peuple qui croit en lui. Justice, le président du statut de Rome est en visite de travail dans notre pays. Il a rencontré le pool des juges en charge du dossier du 28 septembre, le garde de Sceaux guinéen Cheikh Sako et les membres de la Cour constitutionnelle. Objectif, échanger sur les avancées enregistrées au niveau de l'appareil judiciaire en Guinée. Compte rendu, Thierno Younoussaba. En Guinée, le secteur de la justice connaît de nombreuses mutations ces dernières années. Des réformes qui contribuent à la consolidation de l'état de droit. Depuis hier, le ministre de la Justice du Sénégal est à Conakry pour échanger avec les acteurs du secteur sur les performances déjà réalisées dans le monde de la justice. Maître Sidiki Kaba est également l'actuel président du statut de Rome, organe qui a créé la Cour pénale internationale. Il a visité les institutions judiciaires de notre pays, le parquet général, le pôle des juges d'instruction, pour voir un peu le travail qui est mené dans notre pays depuis 2 ans sur ce malheureux dossier du 28 septembre. Ensuite,
le ministre Kaba ne pouvait pas terminer sa visite sans qu'il rende une visite symbolique à la Cour constitutionnelle. Dans cette institution statuant en matière électorale, le débat a porté sur le rôle des membres de la Cour constitutionnelle dans la démocratie. Je me félicite de ce que j'ai pu trouver ici en Guinée, une volonté de renforcer l'état de droit et une volonté d'engager une modernisation de la justice par la réforme des textes, parce que beaucoup d'actions sont menées pour, à l'heure actuelle, domestiquer les normes internationales résultant des conventions que la Guinée a eu à ratifier. La visite est également mise à profit pour affermir l'axe Conakry-Dakar, un partenariat qui va toucher le volet formation. Entrepreneuriat, le département de la jeunesse vient de sélectionner 17 projets initiés par des jeunes pour leur financement. Le montant global envisagé s'élève à plus de 5 milliards de francs guinéens. Moustapha Naïti était face à la presse pour expliquer ce programme de son département. Compte rendu, Mamadi Terna Kamisoko. Mise en œuvre effective du projet Démarrage Guinée. Il est piloté par le ministère de la Jeunesse pour accompagner les meilleures entreprises jeunes. Un an après son lancement, les initiateurs sont en mesure de dévoiler la liste des premiers bénéficiaires. Sur 22 entreprises soumissionnaires, 17 ont été retenues selon la pertinence de leur programme. Ces entreprises recevront un prêt de 5 milliards 700 millions de francs guinéens. Le projet Démarrage va finalement démarrer. Les jeunes leaders qui ont créé en ce projet, qui ont soumissionné, vont être retenus. Et 17 entreprises déjà appartenant aux jeunes ont été sélectionnées par le partenariat Afriland First Bank et ministère de la Jeunesse, par une ligne de crédit qui a été apportée par l'État guinéen, sous naturellement le leadership du président de la République, le professeur Alpha Condé. Nous allons accompagner 17 jeunes entreprises à hauteur de 5 milliards 700 millions de francs guinéens. Donc doter ces jeunes entreprises des moyens conséquents les permettant de créer de la richesse. Les projets retenus embrassent plusieurs secteurs porteurs de croissance. Dans le domaine rural, par exemple, 40% du financement est orienté vers l'agriculture. Pour un meilleur encadrement de ces jeunes entreprises leaders, un comité de suivi est créé par le ministère de la Jeunesse et son partenaire Afriland First Bank. L'objectif est de s'assurer de la bonne exécution des fonds alloués. Ces montants que nous allons lever, c'est juste une première. Pour que les bailleurs aient confiance, pour les motiver à envoyer davantage de fonds, il faut que déjà le premier soit rentable. Donc nous avons intérêt à mettre toutes les structures en place pour que ce soit une réussite. Lorsque ce sera une réussite, ça va être bénéfique pour tout le monde, pour les jeunes, pour la Guinée. L'échéance de remboursement sera de 3 ans avec un taux d'intérêt de 15%. Les 17 entreprises retenues pour cette première phase recevront dès la semaine prochaine leur chèque des mains du chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Poursuite du combat pour la préservation de l'écosystème, un combat pour lequel le ministère de l'Environnement continue d'armer ses cadres. Récemment, le département a lancé une formation sur le changement climatique. Une rencontre est d'ailleurs prévue dans ce cadre à Paris. Reportage Marie-Angélique Bangoura. Durant 2 jours d'échange, ces cadres du ministère de la Pêche, de l'Agriculture et de l'Environnement ont renforcé leurs capacités en matière de protection de l'environnement. Objectif, outiller ces participants en vue de mieux comprendre les enjeux du changement climatique. Nous avons 2 choix. Nous restons inactifs jusqu'à ce que toute la situation se dégrade. Pour réparer, nous paierons 1000 à 10 000 fois plus cher. Nous nous engageons maintenant à intervenir avec le moins de coûts, à réparer, à nous adapter, à créer les conditions de mitigation pour diminuer l'effet du changement climatique. Le ministère de l'Environnement exécute plusieurs activités visant à préserver les domaines publics maritimes et l'écosystème. Cet engagement inspire ses acteurs à être à l'avant-garde.
Tous les secteurs doivent impliquer les effets du changement climatique dans leurs activités quotidiennes, dans leurs activités régaliennes et surtout l'économie changement climatique. Parce que le changement climatique impacte tous les secteurs, que ce soit le social, l'économie, l'élevage, la pêche, l'agriculture. Tous les secteurs de développement sont impliqués, sont modifiés par le changement climatique. Donc dans ce cas, il faut impliquer tous ces secteurs dans le développement au niveau national. Il faut arrêter le déboisement, qui est l'un des facteurs clés de chez nous, et l'agriculture itinérante, et la carbonisation, la production du charbon pour les cuissons. Il faut aller vers les énergies renouvelables, telles que le solaire, telles que le biogaz, surtout aider les femmes à accéder au biogaz. C'est ce qui peut réduire la consommation du bois énergie. Selon les études, le phénomène du changement climatique touche en bonne partie les pays en développement et les pays pauvres. La Guinée n'est pas exempte de la situation. Les côtes maritimes menacées, les forêts déboisées, l'environnement pollué. La 57e fête de l'indépendance, c'est dans la savane guinéenne. Les préfectures relevant de la région de Kankan sont en chantier. Téné, à Kérouani, ce sont plusieurs infrastructures qui sortent actuellement de terre, un facteur de développement, mais également de lutte contre le chômage. Le constat en image avec Fatima Diallo. À 835 km de Conakry, au sud du pays, la préfecture de Kérouani. À l'occasion de la célébration de l'an 57 de l'indépendance de la Guinée, 19 chantiers sont en cours de réalisation dans cette localité. Depuis 1958, depuis le plan triennal, c'est pour la première fois que Kérouani reçoit 19 chantiers d'envergure pour qu'on ait plus et qu'il pose les bases d'un développement réel pour la Guinée. Et on est à l'entière disposition des entrepreneurs pour toute contribution qu'ils solliciteraient. Parmi ces infrastructures, la reconstruction de la grande mosquée de Kérouani, la rénovation du marché central, la reconstruction d'un centre de formation professionnelle et la réhabilitation du réseau routier. Il y a 8 km de voies urbaines à bitumer. Les travaux d'assainissement et de terrassement sont en cours et le terrassement a été arrêté pour raison de pluie. Les travaux d'assainissement continuent. Et l'entreprise Guiter en a la responsabilité et elle est en train de finir les travaux de revêtement au niveau de Dingraï. De Dingraï, ça serait le tour de Kérouani. Il y a la liaison entre deux sous-préfectures importantes, Banankro et Sibri-Baron. Nous sommes en train de prendre des dispositions par rapport pour la réhabilitation également de ce tronçon. Alors il y a des actions très importantes et de l'autre côté, les études sont en cours pour ce qui concerne la liaison Kérouani-Massanta. Ce centre de formation professionnelle va contribuer à réduire l'exode rural. Que nos enfants quittent ici pour aller étudier dans les centres d'instruction à Kankan, ailleurs, qu'ils restent ici, ça nous réconforte. Et Kérouani, qui est une région diamantifère, aurifère, qui recèle beaucoup de richesses et où des entreprises, des sociétés vont s'investir, la main-d'œuvre qualifiée doit effectivement avoir sa valeur ici. Lancés au mois de mars dernier, ces chantiers seront réalisés sur une période de 6 mois. Pour le moment, aucun retard n'est accusé quant à l'exécution des travaux. À Kindia, un projet d'appui aux femmes pour promouvoir leur développement. C'est Russal CBK qui pilote le projet dans sa zone d'exploitation. C'est dans ce cadre que les groupements féminins de Mambia et Frigiagbe ont bénéficié de forages et une forte somme d'argent pour accompagner leur projet. La remise s'est déroulée en présence de la Miss Guinée-Russie 2015. Reportage Abdoulaye Diallo. Des forages et une somme de 50 millions de francs guinéens pour les populations et les groupements féminins de Mambia et de Frigiagbe dans la préfecture de Kindia. Un geste de la compagnie Russal CBK qui vise à soulager les femmes dans leurs activités quotidiennes.
La compagnie Roussal rassure qu'elle ne lésinera pas sur les moyens, surtout quand il s'agit des actions qui vont en droite ligne dans l'amélioration des conditions de vie des populations. Ce geste devrait permettre aux bénéficiaires d'améliorer la production de leurs activités et d'augmenter leurs revenus. On va payer les engrais, on va payer les matériels pour pouvoir travailler avec eux. On ne va pas partager entre nous. Ce qu'on nous a donné en 2014, on a utilisé ça avec les engrais, avec les matériaux et ainsi de suite. Outre les nombreuses réalisations faites dans sa zone d'exploitation, la compagnie soutient la Guinée dans la formation et la promotion des étudiants guinéens. Akoya Kourma est Miss Guinée-Russie 2015, une distinction honorifique organisée et sponsorisée par USAID. Une étude réalisée en Guinée prouve que le taux de prévalence des violences faites aux femmes reste encore élevé. Les résultats viennent d'être publiés. Le ministère de la Santé et l'ONG JH Piego tentent de trouver une stratégie pour lutter contre ce fléau. Compte rendu Adiatou Bari. La projection restitue les résultats de l'étude sur les violences basées sur le genre. Une étude réalisée dans les 5 communes de Conakry et la commune urbaine de Kankan. Elle a permis d'identifier les différentes formes de violence faites aux femmes dans ces localités. En dehors des formes de violence citées, qui sont habituellement les mutilations génitales, et les mariages précoces, les violences sur le milieu scolaire, les violences sexuelles, nous avons aussi les violences dans la consultation au niveau des hôpitaux. Les femmes âgées de 15 à 45 ans sont les principales victimes du phénomène. 79 de ces cas proviennent du personnel de santé et 85 sont attribués aux services de sécurité et des communautés à la base. Pour inverser cette tendance, une collaboration intersectorielle est indispensable. Chacun à son tour peut développer un projet qui puisse aider le gouvernement à accélérer le processus d'élimination des violences faites aux femmes et aux enfants dans notre pays. Cette étude a pour objectif d'intégrer les aspects de prévention, détection et prise en charge des violences basées sur le genre dans les services de santé de la reproduction. Les violences basées sur le genre sont au centre des préoccupations de l'USAID. L'institution entend accompagner le projet mis en place à cet effet. Cette volonté s'est traduite ici par un appui financier dans la mise en œuvre de ces projets intégrés d'assistance psychosociale, médicale et